pour ce premier entretien, j'ai le plaisir d'accueillir trois créatrices du numérique. Donc une professionnelle, Martine Sousse, qui est la PDG d'une start-up qui s'appelle IDT 2 fois. Ensuite, nous avons deux chercheurs de notre université. Catherine Tessier, qui est maître de conférence en études germaniques, qui travaille sur les questions notamment d'interculturalité au laboratoire Échange, dans cette maison, à quelques mètres d'ici. Et Sophie Safi, qui est professeure en linguistique italienne et qui est à l'origine du projet sur lequel, évidemment, nous allons développer ce premier entretien, c'est-à-dire une BD numérique qui a été montée entre 2018 et 2020, qui a donné lieu à une BD papier que vous pouvez trouver, une BD évidemment en ligne également, et une exposition. Alors Sophie, peut-être, on va vous demander de commencer pour nous exposer rapidement la genèse de ce projet. Ok, donc c'est à partir des événements tragiques de 2015, Charlie Hebdo et le Bataclan. Dans l'année qui a suivi, après des discussions avec des collègues et des amis, des partenaires, des collaborateurs, on a décidé de monter un projet de recherche appliquée en lien avec la création artistique pour mobiliser la réflexion chez les adolescents et les jeunes adultes autour de l'engrenage de la violence et la montée des extrêmes, à travers justement la création d'une BD papier qu'on vous a distribuée, et à la fin de laquelle vous avez un QR code ou le nom du site qui est derrière moi, où vous pouvez la télécharger en version PDF, et son complément, qui n'est pas la même chose, c'est une autre BD, une BD digitale interactive, et une exposition qui a existé en matériel après le Covid, mais là qui est complètement numérisée. Voilà. Alors comment, quand on est un chercheur en langue, on est amené à rencontrer un professionnel pour faire une BD numérique? En fait, moi je travaille sur des corpus de bande dessinée, donc de toute façon j'avais déjà des contacts avec des auteurs et le monde de l'édition. Mais dans le cas de ce projet, en fait, j'ai pas vraiment pensé comme pour ma recherche en linguistique. J'ai plutôt utilisé des compétences que j'avais un peu développées par ailleurs parce que j'avais pas mal de responsabilités collectives. Et pour arriver à porter un projet, à coordonner un collectif autour de cette thématique qui me semblait essentielle à ce moment-là. Donc il y a une volonté de réfléchir sur ces attentats avec des vraies compétences, puisqu'on a des chercheurs qui travaillent sur notamment les années de plomb en Allemagne et en Italie, on va y revenir notamment avec Catherine. Donc un dépôt d'un projet européen, Creative Europe, et vous aviez déjà eu l'occasion de collaborer ensemble sur un projet de dyslexie, de façon un petit peu plus coopération, mais là on est vraiment dans de l'intelligence collective. Alors Martine, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors d'abord, effectivement, je connaissais un petit peu les enjeux de la recherche au travers du travail que j'avais fait avec Pascal Collet sur la question de la dyslexie, de la mobilisation de la BD dans le cadre de sa recherche. Et puis m'est arrivé ce projet... Pascal Collet, qui est chercheur chez nous sur les questions de dyslexie en psychologie cognitive. Et Sophie m'a contactée en me disant qu'elle souhaitait travailler avec un éditeur. Je lui ai répondu que je n'étais pas éditeur au sens classique parce que je travaille en édition numérique interactive. C'est pas vraiment le même métier. Mais on a très vite convenu que ça faisait du sens avec ces publics de jeunes qui étaient visés de travailler sur des problématiques d'interaction et d'engagement. Et je dois dire que moi, chef d'entreprise, j'étais touchée et intéressée à plusieurs titres. Je suis maman, je suis citoyenne, je suis chef d'entreprise. C'est trois responsabilités qui me permettaient d'engager une réflexion de fond. Et je dois dire que pour une entreprise, travailler avec des chercheurs, d'abord c'est très agréable parce que c'est très vite, très convivial, et puis ça a du sens. Et je vous jure que dans l'entreprise, on cherche, ça je pense que ça fait 40 ans que je cherche du sens dans ce que je fais. Et il est rare de travailler sur des projets qui en ont autant. Vraiment supplémentaire. C'est un beau cadeau que m'a fait Anu de travailler là-dessus et de mobiliser ce que mon métier dans son ADN porte de connaissances, de process très mécaniques de l'intelligence collective, mais de leur donner une dimension
plus humaine et plus de fond. Et ça, je dois dire que c'est formidable. L'équipe, est-ce que vous pourriez nous préciser davantage? Donc les partenaires, en fait, c'était principalement le laboratoire KR, Centre Exois d'études romanes, Échange, le laboratoire d'études germaniques et slaves. Et puis, il y avait l'association Made in la boîte, qui est représentée par Martine, mais qui est en fait dirigeante d'une start-up par ailleurs. Il y avait un éditeur tunisien, Apollonia Édition. C'est lui qui nous a trouvé l'auteur, le dessinateur, parce qu'on est un peu co-auteur, vu que le scénario est un scénario rédigé collectivement. Donc, c'est Ifedine Neshi. Il y avait la Scuola Italiana di Comics, avec laquelle j'avais déjà eu des relations par le biais de l'Université L'Orientale, qui est une école de BD à Naples, en Italie, et avec lesquels on a monté des concours de création de BD de jeunes auteurs qui sont dans l'exposition, et le Camp des Milles, qui est un partenaire habituel en fait de l'Aix-Marseille Université. Et Akoufen, mais Martine va sûrement en reparler, qui est l'entreprise canadienne qui a répondu à l'appel d'offres. Alors peut-être quelques mots sur Akoufen, et après j'aurai une question pour Catherine. Oui, à Akoufen, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille avec des gens très professionnels. Notre démarche n'a pas positivement été d'être conceptrice avec vous, des contenus, et de l'intention et des stratégies d'animation de ce fameux public. Mais on avait besoin de travailler avec des gens qui délivreraient un produit de très grande qualité. Donc en fait, il y avait un marché, et c'est Akoufen, une société canadienne, qui est une des très rares sociétés qui travaille sur l'édition numérique pour tablette, pas le PDF qui bouge, hein, l'édition numérique pour tablette, qui a très belle production et qui nous a accompagnés. Et qui était au Canada, ce qui a aussi généré des contraintes et des problématiques particulières. Donc quand on regarde le produit, on n'est pas dans la vulgarisation scientifique, on est vraiment dans un objet très très original qui va être de la sensibilisation avec beaucoup de créativité. Quand on est un chercheur sur les années de plan en Allemagne, Catherine, comment on est conduit à participer à ce projet-là et qu'est-ce que ça apporte par rapport à vos recherches? Alors c'est vrai que je m'intéresse aux années de plan en Allemagne et ma collègue avec qui nous avons travaillé, Carmela Lettieri, est spécialiste des années de plan. Qu'est-ce que ça nous a apporté pour l'Italie, pardon. Qu'est-ce que ça nous a apporté? D'abord, comment est-ce qu'on a travaillé? Peut-être il faut y revenir. C'est vrai que pour des chercheurs, c'est pas évident de travailler avec des créateurs, avec des éditeurs qui ont leurs propres contraintes. Là, on peut évidemment parler d'une intelligence collective, puisque dans notre recherche, Carmela Lettieri et moi-même, on a été obligés de réfléchir à comment faire passer ces contenus, comment non pas les simplifier, mais les rendre plus abordables et je dirais plus opérants. Comment rendre le savoir opérant, ça c'est aussi un grand enjeu. Après, comment est-ce qu'on a travaillé, peut-être on peut en parler aussi un petit peu, comme l'a dit Martine Sousse, de travailler avec un éditeur numérique, avec un spécialiste de la création numérique, encore une fois de l'interactivité, ça demande beaucoup de souplesse. Nous en recherche, on a l'habitude d'être rapide, mais d'un autre type de rapidité. Et notamment quand on travaille en traduction, puisque vous allez le voir, la BD interactive existe en plusieurs langues. On a l'habitude d'avoir des retours. Mais là, le rythme des retours n'était pas du tout le même. Donc il a fallu vraiment être prêt à répondre. Il faut aussi répondre non seulement à la traduction du point de vue linguistique, mais à la traduction des contenus. Vous pensez bien que les années de plomb en Allemagne et en Italie, ce sont des sujets extrêmement sensibles et on ne voulait absolument pas qu'il y ait des problèmes de mauvaise compréhension. On travaille pour un public jeune et on travaille pour faire avancer la conscience politique et l'esprit citoyen de ces jeunes. Il n'est pas question de les mener sur des fausses pistes. Donc là aussi, l'échange avec les créateurs a été très important, que ce soit Seif, mais encore une fois, je reviens à Akoufen, avec tout le travail, notamment sur les outils. Vous verrez quand vous téléchargerez sur votre tablette, j'espère, la BD numérique, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'objets qu'il faut aller cliquer pour les animer.
Et ces objets, eh bien sûr, font partie d'un contexte, un contexte historique. Nous sommes en Italie, et puis nous sommes également en Allemagne. Il y a un travail sur le décor, sur les affiches, mais aussi sur les textes, sur les chansons. Donc tout cela devait être contrôlé par nous, Carmela Lettieri et moi-même, et très rapidement être aussi expliqué aux créateurs. Donc ça nous a fait nous-mêmes avancer en tant que chercheuse. Ça nous a fait réfléchir à comment essayer de le faire passer le plus précisément et le plus rapidement possible. Et on a beaucoup apprécié ce travail. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et on va conclure l'entretien, nos 10 minutes arrivent, c'est qu'il y a de la collaboration. Donc, on peut imaginer qu'une entreprise va chercher des spécialistes, mais on est bien au-delà de ça, puisqu'il y a vraiment création et co-création d'un objet commun. Donc, simplement pour conclure, est-ce que vous pourriez... est-ce que c'est juste un projet qui s'arrête ou est-ce que ça donne lieu à une dynamique nouvelle en quelques instants? Et puis, si l'une de vous veut nous dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective en un mot, et on terminera là-dessus. Donc en fait au départ c'était un premier opus, mais l'intelligence collective ça amène aussi une forme d'affection collective. Donc on est déjà en train de penser à un deuxième opus sur la révolution de 1848 en collaboration avec Laurence Anelisi. Donc là on part chez d'autres historiens. Et sinon, on a continué à collaborer puisque avec Martine Sous et la Scuola de comics italienne et d'autres partenaires espagnols et turcs, on est actuellement dans un projet Erasmus+, qui s'appelle Comics and Digital. Et puis, on a aussi fait d'autres projets comme BD Creator qu'on présentera demain à la Nuit des chercheurs. Alors en fait, quand on commence à travailler ensemble et que ça se passe bien, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc beaucoup d'émotions et de confiance entre nous. Pour conclure, l'intelligence collective, qu'est-ce que ce serait? Pour conclure, l'intelligence collective, c'est aussi d'oser s'appuyer sur les autres, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on fait à ce point de manière si intense. Et je voudrais quand même dire que ça nous donne envie. Effectivement, tu as parlé d'audace tout à l'heure. Ça nous donne la force de nous lancer dans d'autres projets. Par exemple, un projet Horizon Europe que Nicole Collin du laboratoire Échange et moi-même co-portons sur des thématiques aussi politiquement sensibles entre l'Est et l'Ouest. Donc ça donne de la force, l'intelligence collective. Pour terminer, moi je dirais que j'apprends beaucoup sur ce type d'exercice et que pour moi c'est à la fois un travail d'humilité permanente parce qu'on est obligé de remettre en cause en permanence ses convictions, ses connaissances, ses savoirs et les confronter à d'autres. Mais c'est tellement stimulant que quand on y a goûté, je crois que voilà, on continue. On va présenter... Oui, moi, je voudrais ajouter quand même quelque chose, parce que là, on vous a vendu le paradis, et pour conclure, je voudrais quand même un peu revenir dans la réalité. C'est-à-dire que l'intelligence collective, vous ne l'avez pas le premier jour où vous commencez le projet. D'abord, vous devez connaître vos partenaires, dépasser les différences linguistiques. Nous, on n'a pas du tout opté pour le tout anglais. On était plus dans de l'intercompréhension parce qu'on partageait des langues romanes, même différentes. Les différences culturelles, les différences de culture de métier, le fait qu'on soit tout le temps obligé de sortir de notre zone de confort, parce que, comme l'a dit Catherine, quand on est habitué à traduire pour des éditeurs classiques, et que d'un seul coup, l'édition numérique, elle nous dit, elle nous envoie un mail en disant « Vous avez 10 heures pour nous répondre, avec le décalage horaire, on n'a que 4 heures pour bosser. » Il en avait que 10 minutes. Et on en parlera au quotidien. Voilà, juste ce que je voulais dire, c'est que c'est un chemin où on apprend à entendre la vision des autres. Voilà. Et que c'est comme ça qu'on devient plus intelligent en groupe que chacun individuellement. Merci beaucoup. Et son collègue, Charles Fourment, lui, il a fait l'habillage sonore de la BD numérique.